Elle était partie pour durer peut-être plusieurs semaines, mais finalement, après 12 jours de guerre, Israël et l'Iran ont accepté le cessez-le-feu décidé, imposé, on ignore pour l'heure le mot, par Donald Trump. Alors le Moyen-Orient est-il aux portes d'un chaos généralisé? Ce conflit s'inscrit-il dans un plan de nouveau Moyen-Orient, entre guillemets, avec Israël? Pour gendarme régional, on en parle avec Ziad Majed, bienvenue. Vous êtes politologue, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Parmi vos ouvrages, citons Dans la tête de Bachar al-Assad, édition Actes Sud. Adel Bakawan, bienvenue également. Vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, chargé d'enseignement à Sciences Po Lyon 2. On l'aura compris, vous êtes spécialiste donc de cette région en pleine ébullition. Votre nouveau livre, La décomposition du Moyen-Orient, est publié aux éditions Talendier. Et en direct de Beyrouth, Anthony Samrani, merci d'être avec nous. Vous êtes co-rédacteur en chef à L'Orient le Jour. L'un de vos récents éditoriaux a pour titre Aucun bon scénario pour le peuple iranien. Ziad Majed, on commence avec vous. Y a-t-il, oui ou non, un vainqueur après ces 12 jours de guerre et ce cessez-le-feu? Il est clair que les États-Unis sont les vainqueurs et que Israël aujourd'hui est en position de force. L'Iran a été affaibli, ça c'est évident, politiquement d'abord, et depuis quelque temps, vu le recul de ses alliés dans la région et toute sa politique régionale. L'Iran a été affaibli militairement parce que son arsenal balistique a été touché et en partie utilisé. Ses sites nucléaires ont été certainement endommagés, mais les Iraniens ne sont pas à genoux encore et le régime, je pense, pour le moment tient bon. Il peut considérer qu'il a évité le pire et que finalement l'intervention américaine était a accéléré l'histoire sans pour autant annoncer sa défaite totale. Après, on peut discuter du nouveau rôle israélien, un État qui est rejeté par toute la région, par toutes les populations de la région, qui est aujourd'hui accusé de génocide, dont le Premier ministre est un criminel de guerre et criminel contre l'humanité, selon le procureur et selon la Cour pénale internationale. Donc, il peut y avoir encore beaucoup de choses à développer. Adel Bakawan, le grand enseignement après 12 jours de guerre, quel est-il selon vous? Écoutez, nous sommes dans des incertitudes. Il n'y a pas un gagnant définitif, un perdant définitif. Certes, comme Ziad l'a dit, la République islamique, je distingue la République islamique et l'Iran. C'est deux choses complètement différentes. Il faut pas mélanger. La République islamique d'Iran n'a jamais été aussi fragilisée, aussi affaiblie, à la fois à l'échelle militaire, à l'échelle diplomatique. L'Iran n'a jamais été aussi isolé. Et l'Iran est soutenu par personne, ni dans le monde arabe, ni dans le monde tout court. Les pays voisins ont condamné l'Israélienne. Oui, mais au-delà de condamnation. Personne s'engage aux côtés des Iraniens, comme les États-Unis d'Amérique sont engagés auprès des Israéliens contre la République islamique. Et donc, environ 14 scientifiques décapités, l'arsenal balistique fortement endommagé, le programme nucléaire partiellement et profondément endommagé, mais par contre Israël n'est pas gagnant non plus. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, malgré, j'ai entendu l'ambassadeur qui disait le changement du régime n'a jamais été notre objectif, c'est pas vrai. Benjamin Netanyahu, depuis plusieurs semaines, il le dit clairement, il y avait trois objectifs. Un, détruire l'arsenal balistique de l'Iran, de la République islamique d'Iran. Or, hier soir, on a vu encore des missiles qui pleuvaient sur Israël, n'est-ce pas, sur Haïfa. Et donc, c'est la preuve que cette infrastructure fortement endommagée, mais pas totalement détruite. Donc, le but n'est pas atteint. Et ensuite, le deuxième but, détruire le programme nucléaire iranien. C'est vrai, on a détruit 3 sites, mais il y a dans le nord, à l'est, à l'ouest, dans le sud, il y a encore des sites, n'est-ce pas? Donc, le programme partiellement détruit. Et ensuite, le régime est encore là. Pour dire les 3 objectifs fixés par le gouvernement israélien, ils sont endommagés fortement, partiellement, mais pas totalement. C'est pourquoi nous n'avons pas un perdant évident et un gagnant évident. Voilà pour ce point, pour commencer ce grand angle. Anthony Samrani, comment cette guerre Israël-Iran est-elle vécue au Liban? Comment l'a-t-elle été pendant 12 jours?
Déjà, commençons par dire qu'on espère qu'elle est terminée. C'est-à-dire qu'il y a une dose d'optimisme aujourd'hui parce que le cessez-le-feu a été imposé par Donald Trump. Mais fondamentalement, la problématique qui a déclenché cette guerre n'a pas été résolue. C'est-à-dire que, a priori, l'Iran détient encore des capacités d'enrichissement de l'uranium. Et cette guerre de 12 jours, je ne vais pas dire que c'est une guerre pour rien, mais elle n'a pas changé fondamentalement les paramètres du conflit. Comment elle a été vécue au Liban? Tout d'abord, il y a eu, comment dire, presque un miracle libanais de se dire Tel Aviv est bombardé, Téhéran est bombardé et Beyrouth demeure à l'écart de ce conflit. C'était tout à fait inimaginable il y a encore quelques années. Bien sûr, en fonction des affiliations politiques, mais aussi des appartenances communautaires, elle n'a pas été vécue de la même façon. Il y a des gens au Liban qui considèrent l'Iran comme un pays ami et d'autres, au contraire, qui le voient comme la principale menace à la stabilité régionale depuis des années. De façon générale, je dirais qu'à Beyrouth et plus généralement dans le monde arabe, il y a un double sentiment. Le premier, c'est une certaine disons qu'on voit de façon positive le fait que l'axe iranien ait été très largement affaibli parce qu'il était considéré comme un facteur de déstabilisation pendant des décennies. Et de l'autre côté, c'est ce que Ziad disait tout à l'heure, on voit avec beaucoup de crainte le début d'une nouvelle ère, d'une ère qui a priori serait israélienne, et avec cette toute-puissance israélienne qui est aujourd'hui incontestable et qui est aujourd'hui le principal facteur de déstabilisation dans la région. Alors justement, restez avec nous, on vous retrouve Anthony Samarani tout à l'heure. Ziad Majed, ce croissant chiite qui s'étendait de Téhéran au sud du Liban avec le Hezbollah, avec la chute de Bachar al-Assad, il n'existe quasiment plus, en tous les cas, il n'a pas la même force politique, géopolitique qu'il avait, militaire aussi sans doute. Il y a nos confrères du Monde qui parlaient dans un éditorial, Gilles Paris il me semble, de Pax Hebraïca, Israël, nouveau gendarme de la région, ce croissant chiite, il est remplacé par Israël? Alors, je ne qualifierais pas l'alliance iranienne de croissant chiite. D'un côté, le régime syrien n'était pas chiite. De l'autre, c'est un terme peut-être pour un peu simplifier la géostratégie de la région, sachant que l'Iran soutient par exemple l'Arménie contre l'Azerbaïdjan chiite, que la Turquie soutenait l'Azerbaïdjan chiite contre... méfions-nous des étiquettes communautaires. Exactement. Et donc, il y avait un axe iranien qui est évidemment affaibli. Le Hezbollah au Liban a été affaibli. Les milices chiites irakiennes ont été affaiblies. Et surtout, la chute du régime syrien a mis fin à cette continuité territoriale un peu de cet axe de Téhéran vers Beyrouth. Il reste les Houthis encore au Yémen, mais ils ont aussi leur sociologie politique différente. Maintenant, pour un Moyen-Orient dominé par Israël, il y a une domination militaire, oui, mais cette domination militaire n'a aucune base sociale, ne peut pas créer d'alliance. Même les monarchies du Golfe, qui avaient surtout très peur de Téhéran, ne sont pas dans une logique d'alliance directe avec Israël. Ils veulent évidemment une présence américaine, une hégémonie américaine qui peut passer par Israël, mais qui ne peut pas exclure, par exemple, les Palestiniens sans une certaine solution, au moins sans l'arrêt du génocide à Gaza. Il va être très difficile pour les Israéliens de normaliser avec les régimes arabes, notamment du Golfe, car une domination israélienne reste militaire dans un sens colonial, mais elle ne peut pas être dans une logique d'hégémonie politique ni dans un projet à long terme. Il reste cette question palestinienne centrale et je pense un quatrième objectif de Netanyahou, autre que les trois que Adel a évoqués, c'est d'éclipser Gaza, que les médias ne parlent plus du génocide en cours où les soldats israéliens tuent chaque jour des dizaines de Palestiniens après les avoir affamés. Et donc, c'était aussi de dévier l'attention et d'occulter la question palestinienne qui va revenir au centre maintenant, après la fin de la guerre avec l'Iran. Adel Bakawan, ça a effleuré l'esprit de beaucoup de spécialistes que vous êtes ou de citoyens du monde. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, où on sait que c'est le chaos.
pourrait citer le Yémen, on pourrait citer tant d'autres pays. Certains se sont dit, le prochain sur la liste, le tour est venu, c'est l'Iran. Bertrand Badi, votre confrère, dit, on se demande si en fait le but, c'est non pas d'apporter la démocratie et les droits humains et d'en finir avec le régime autoritaire de la République islamique d'Iran, mais d'avoir des États effondrés en fait, avec des communautés, ce qui se passe notamment sur ce qu'on voit en Syrie. Écoutez, tout d'abord, par rapport à la question posée cette phrase de Donald Trump qui dit aujourd'hui, il ne faut pas que ce régime tombe, sinon c'est le chaos. Oui, bien évidemment, cette question est posée, la question du chaos après le régime des ayatollahs, mais rapidement, Israël n'a pas un projet pour le Moyen-Orient. Les Iraniens avaient un projet, les Saoudiens avaient un projet, mais Israël, certes, monte en puissance en termes sécuritaires, en termes militaires, mais Israël n'a pas un vrai projet politique pour le Moyen-Orient. Israël ne dispose pas d'une profondeur sociale, idéologique. Il y a des désaccords majeurs. Israël ne peut même pas résoudre la question palestinienne sur son territoire. Israël refuse catégoriquement, sur ce territoire, je voulais dire, tant que la question palestinienne n'est pas réglée, le Moyen-Orient restera. On a eu la question irakienne, on a eu la question libyenne. Toutes ces questions, à un moment, sont des questions provisoires. On a la question iranienne, mais la question palestinienne reste le cœur battant du Moyen-Orient. Tant que la communauté internationale, tant qu'Israël, tant que les pays arabes, tant que n'ont pas proposé une solution, une perspective claire et politique à ce peuple sans État, le Moyen-Orient restera instable. Pour répondre à votre question, personnellement, je pense, après l'expérience irakienne, libyenne, yéménite, et d'autres, soudanaises par exemple, les Iraniens, déjà, il y a une grande distinction. En Iran, vous avez une société ultra éduquée, vous avez une conscience nationale, vous avez, par exemple, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ça a commencé au Kurdistan irakien. Ça a commencé avec une fille iranien, avec une Kurde d'Iran. Mais c'est devenu le symbole national. Je pense... Mahsa Amini, Mahsa Amini, qui s'appelle Jina Amini, qui n'avait pas l'autorisation de porter le prénom kurde, est devenu un symbole. Je pense qu'il y a un consensus national pour éviter le chaos. Est-ce que, je m'arrête avec une dernière phrase, la plus grande fragilité de cette société-là, qui est éduquée, qui a eu accès à beaucoup de ressources, c'est qu'elle n'est pas politiquement organisée. Alors justement, Anthony Samrani, il nous reste une petite minute, mais puisque vous l'avez écrit, en fait, le grand perdant, peut-être, même si on ne l'espère pas, ce sont les citoyens iraniens dans cette affaire. Oui, c'est ça. Si le conflit s'arrête maintenant, c'est-à-dire que le régime tient en place, il peut considérer que le temps joue en sa faveur, que rien n'est irréversible, qu'il peut reconstruire, dépendamment bien sûr de l'accord qui va être conclu, son programme nucléaire, son programme balistique, etc. Et il va probablement être tenté de réprimer encore davantage la population, puisqu'il a perdu une grande partie de sa légitimité et que son pouvoir ne peut être maintenu désormais que de cette façon. Merci. Cela ressemble un peu à ce qu'avait fait Saddam à la suite de la première intervention américaine au début des années 90. Nos invités sont en plateau, sont d'accord avec vous. Merci beaucoup Anthony Samrani, Ziad Majed, et merci Adel Bakawan pour vos analyses éclairantes sur cette situation au Moyen-Orient après ce cessez-le-feu